Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour tout le monde, merci d'être des nôtres ce soir et de nous accueillir chez vous pour cette première d'une série de 3 rencontres publiques intitulées « Un tramway dans ma ville » qui feront la lumière sur le projet de transport collectif structurant reliant l'ouest de Gatineau au centre-ville de Gatineau et d'Ottawa. Évidemment, pandémie oblige, on a dû vous donner un rendez-vous de façon virtuelle. Mon nom est Sheila Fournier et c'est moi qui vais assumer le rôle d'animatrice ce soir. Nous sommes en direct sur 2 plateformes en web diffusion sur StudioCast et sur Facebook Live. Tel que convenu, la priorité va être accordée aux questions acheminées à l'avance et ensuite on va prendre des questions en temps réel. Vous pourrez les transmettre à tout moment durant la présentation de la façon suivante. Vous vous inscrivez sur notre plateforme de diffusion studiocast.ca /tramway Gatineau. Une fois de plus, le studiocast.ca /tramway Gatineau. C'est important de noter que vous devez respecter une limite de 250 caractères dans la formulation de votre question, alors on vous demande de faire ça le plus concis possible. Toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre ou que nous ne pourrons aborder ce soir, le faute de temps, vont faire l'objet d'un suivi par courriel au cours des prochains jours. À noter également qu'une foire aux questions sera actualisée en ligne au sto.ca Tramway Gatineau. C'est pour cette raison qu'on vous demande de vous inscrire sur notre plateforme de diffusion StudioCast en inscrivant votre courriel pour fin de suivi. Je vais répéter ces renseignements de toute façon à la fin de cette présentation. À noter que l'enregistrement de cette webdiffusion sera disponible dans très peu de temps sur la chaîne YouTube et le site web de la STO pour ceux et celles qui n'auraient pas pu être avec nous depuis le tout début de la présentation. Avec nous ce soir, du côté de la STO, nous avons M. Alain Tremblay, directeur du bureau de projet pour le système de transport collectif structurant de l'Ouest à la STO. Bonsoir, M. Tremblay. Également, Mme Sandrine Poteau, directrice adjointe du service de la planification et du développement stratégique de la STO, qui va se rendre disponible en fin de rencontre pour vos questions. Bonsoir, Mme Poteau. Bonsoir. Et du côté de WSP, Mme Julie Roy, directrice génie routier et infrastructure au bureau de Gatineau chez WSP. Bonsoir, Mme Roy. Bonsoir. Permettez-moi maintenant de vous partager notre ordre du jour. D'abord, dans un premier temps, on va faire une mise en contexte du projet de transport collectif structurant dans la région et un bref retour sur l'annonce récente du scénario optimal recommandé. Par la suite, on va démystifier le tramway ou la technologie sur rail et ses impacts sur la mobilité régionale. À la suite de quoi, on va vous dresser le bilan des prochaines étapes clés du projet et à la toute fin, eh bien, il y aura une période de questions telle que je vous le mentionnais tout à l'heure. La durée totale de la rencontre prévue est d'environ 1h30. Alors, sans plus tarder, on débute tout de suite avec M. Alain Tremblay de la STO qui va nous faire une brève introduction sur le projet en tant que tel. M. Tremblay. Merci, Sheila. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue avec nous ce soir pour cette présentation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir, à vous parler de ce projet porteur pour la ville de Gatineau et d'Ottawa. Le système de transport collectif structurant qui reliera l'ouest de Gatineau au centre-ville de Gatineau et d'Ottawa est un des projets les plus complexes au Canada, de par son contexte de réalisation. Il relie 2 villes, dont la capitale fédérale avec toutes ses particularités, et dans 2 provinces différentes. Donc, la STO travaille depuis le début en étroite collaboration avec plusieurs partenaires. Les principaux partenaires sont le ministère des Transports du Québec, la Ville de Gatineau, la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale, Services publics et approvisionnement Canada. Donc, la STO, le 12 mai dernier, rendait public le tracé et la technologie retenue dans le cadre de l'étude complémentaire réalisée par WSP. Selon les analyses comparatives des différents scénarios à l'étude menés par la firme, le scénario tout tramway
est celui qui répond le mieux aux besoins identifiés et détaillés dans l'étude. Cette étude sera disponible et déposée sur le site de la STO d'ici la fin de l'été. Et Julie Roy viendra parler de façon plus détaillée de cette étude dans les prochaines minutes. Maintenant que le tracé et la technologie sont connus, des analyses plus détaillées seront réalisées dans les prochains mois afin et permettront de préciser la solution retenue. Et je vais présenter les prochaines dates clés ou les grands jalons des prochaines études à la fin de la présentation. En conclusion, nous allons poursuivre ce travail avec l'ensemble des partenaires en consultation avec les concitoyens et nous sommes confiants que le réseau de tramway proposé permettra de transformer notre région pour les générations à venir. Alors, merci et bonne présentation. Merci, M. Tremblay. Je vous rappelle qu'on va passer aux questions après les présentations de nos panélistes et qu'on va prioriser les questions qui nous avaient été envoyées à l'avance pour ensuite prendre celles-ci en temps réel via notre plateforme. Je cède maintenant la parole à Mme Julie Roy, directrice génie routier et infrastructure chez WSP. Mme Roy est la gestionnaire de l'équipe d'ingénieurs et professionnels mandatés par la STO pour réaliser l'étude complémentaire du réseau de transport collectif structurant qui est présentement en cours de finalisation. Mme Roy. Merci, Mme Fournier. Alors, je suis très contente d'être ici ce soir pour vous faire cette première présentation thématique « Pourquoi un tramway ?» Alors, j'aborderai les éléments qui ont mené à la définition du projet unique de Gatineau, soit la solution optimale qui a été annoncée le 12 mai dernier. WSP a été mandaté par la STO pour étudier la question des besoins de mobilité grandissants dans le secteur ouest de la ville, et ce, pour un horizon des 30 prochaines années. En effet, ce secteur a fait l'objet déjà d'une croissance soutenue au cours des dernières années et les projections indiquent que cette croissance va se maintenir. Cette situation engendre une hausse des besoins de déplacement, que ce soit pour le travail, les activités sportives, l'éducation, l'accès aux services. En revanche, le réseau routier est en capacité depuis déjà à peu près 2014. Des signes de dégradation se remarquent déjà. De plus, la présence du parc de la Gatineau et de la rivière des Outaouais agissent comme un goulot d'étranglement sur le réseau. Historiquement, la réponse à une hausse des besoins de mobilité se traduisait par la construction d'un nouvel axe routier ou d'un nouveau pont. Par contre, la lutte au changement climatique qu'on vit actuellement vient changer la donne. Puis, les divers paliers gouvernementaux s'entendent maintenant pour miser surtout sur le transport durable, c'est-à-dire l'accès à un réseau de marche, de vélos, de transport en commun. Les études démontrent toutefois que pour que ce transfert vers l'utilisation du transport en commun se fasse comme on le souhaite, il faut que l'offre de celui-ci soit attrayante, puis qu'elle apporte vraiment un avantage aux usagers. Les facteurs clés de ce succès sont donc que le réseau soit fiable et efficace, qu'il ait une fréquence élevée, qu'il soit confortable et facile d'accès, mais surtout qu'il soit bien axé sur le besoin réel des usagers. Ceci m'amène à vous parler des éléments qui contribuent à la définition d'un projet, puisqu'en fait, chaque projet est unique. Il n'y a pas de recettes toutes faites qui sont applicables partout. Un même projet peut être une excellente solution pour un secteur et être beaucoup moins efficace pour une autre municipalité. L'étude d'opportunité qu'on complète actuellement avait pour but d'identifier un tracé et un mode d'opération. En fait, d'identifier la direction dans laquelle approfondir les prochaines analyses qui suivront, puisque la vie du projet ne fait que commencer. Les prochaines diapositives aborderont donc les caractéristiques particulières du projet de Gatineau selon les 5 éléments qui sont présentés à l'écran, soit les besoins des usagers du secteur ouest, les objectifs qui étaient déterminés pour l'étude, la conformité avec les orientations et le schéma d'aménagement, le type de transport en commun qui pourrait répondre le mieux à la situation qu'on a et les caractéristiques du site.
En débutant, ce qui caractérise les besoins du secteur ouest de la ville de Gatineau, c'est que les besoins en mobilité sont axés est-ouest, tandis que la population, elle, est plutôt répartie de façon nord-sud. Alors, très tôt dans l'étude, on a identifié que pour bien desservir la population de ce secteur-là, il nous fallait 2 lignes ou 2 axes pour répondre à ces besoins-là, soit une au nord et une au sud. Parce que l'objectif principal de cette étude-là, c'était de bien desservir les usagers du secteur, c'est-à-dire de bien les connecter, surtout avec les centres-villes de Gatineau et d'Ottawa, mais de les connecter aussi avec tous les pôles de destination principaux et les systèmes de transport structurants existants en ce moment, soit le Rapibus du côté québécois et le réseau O-Train du côté Ottawa. Le projet doit aussi être aligné avec les politiques fédérales et provinciales, c'est-à-dire que la planification des transports doit être intégrée à l'aménagement urbain. On doit favoriser l'accès aux modes actifs et aux transports collectifs pour réduire les dépenses des ménages liées au transport et aussi réduire les gaz à effet de serre. Le service de transport collectif offert devra aussi être fiable, performant et concurrentiel à l'usage de l'auto. Localement, le projet doit aussi être aligné avec le schéma d'aménagement de la ville de Gatineau, c'est-à-dire qu'il doit aussi intégrer la planification des transports à l'aménagement urbain, favoriser l'accès aux stations à pied ou en vélo et stimuler la création de milieux conviviaux pour contribuer à la vitalité économique du secteur. Pour le transport en commun, il y a 2 façons de prioriser le transport en commun sur le réseau routier. Il y a les voies réservées qu'on connaît bien avec le symbole du losange sur la chaussée, qui est un usage réservé pendant les heures de pointe, mais qui, autrement, le reste du temps, est partagé avec les automobilistes. On a aussi les voies dédiées, qui, elles, sont un usage exclusif au transport en commun, et ce, toute la journée. C'est ce qu'on appelle des axes structurants. Vicky, oui, merci. Il y a 2 types d'axes structurants. Il y a les axes structurants autobus qu'on voyait à la diapo précédente, qui sont des axes structurants comme on connaît localement avec le Rapibus. Il y a plusieurs types de véhicules qui peuvent y circuler, des autobus réguliers, des autobus articulés ou biarticulés. Mais il y a aussi les axes structurants, les voies dédiées en mode ferroviaire, où on a le ferroviaire qu'on appelle léger. Puis il y a des véhicules comme les tramways urbains, les trains légers, les métros légers ou les trains de banlieue. Et on a le mode ferroviaire lourd, qui lui est un peu plus dissocié de la trame urbaine. On a la version aérienne, comme le SkyTrain à Vancouver, ou la version souterraine, comme le métro à Montréal. Parmi ce type de transport en commun, il a été déterminé très tôt dans l'étude que les voies réservées qu'on connaît actuellement, qui sont principalement sur le chemin d'Aylmer puis le Alexandre Taché, qui montrent déjà des signes d'essoufflement. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne à très court terme, mais rapidement, il ne nous permet pas d'aller très loin, puis il est jugé non viable à moyen long terme. Alors, très tôt aussi dans l'étude, on a conclu qu'il nous fallait des voies dédiées, c'est-à-dire un axe structurant pour répondre à la demande de l'horizon 2051. Quant au type d'axe structurant, on a le type soit mode tout-bus, avec soit les différentes grosseurs d'autobus qu'on peut y trouver. Ça fonctionne à moyen terme, mais ça ne nous permet pas non plus de se rendre jusqu'en 2051, puisqu'à un moment donné, il y a une limite à ajouter ou à augmenter le nombre d'autobus qui finissent par s'auto-congestionner entre eux. Alors, on a déterminé qu'il fallait que le système ait au moins une composante en mode ferroviaire. On se rappelle plutôt, on indiquait qu'il nous fallait 2 lignes sur le réseau. Alors, on a déterminé qu'au moins une d'entre elles devait être en mode ferroviaire. Quant au mode ou au type de
de choix ou d'options ferroviaires. Celui-ci est comme un équilibre entre le nombre de passagers qu'on a à déplacer et le coût, l'investissement, le budget auquel on peut avoir accès. Alors, dans la situation à Gatineau, on est dans une zone entre le 5 000 et 10 000 passagers par heure dans les périodes de pointe. Alors, on peut voir sur le graphique qu'on est quand même dans la zone du tramway urbain qui a des vitesses similaires aux autobus. C'est un système qui est facilement intégrable à l'aménagement urbain, fait qu'il remplit aussi et il s'arrime bien avec les objectifs qui étaient déterminés dans l'étude. Si on revient au début de la présentation avec nos 5 grands éléments qui définissent le projet unique de Gatineau. Alors, dans ce cas-ci, on se rappelle pour les besoins, on avait identifié la nécessité d'avoir 2 axes, un au nord et un au sud. On veut que ces axes, ces lignes-là soient bien connectés avec les centres-villes, avec les autres pôles importants de destination comme l'éducation ou les loisirs. On a aussi le souhait qu'il soit relié au Rapibus et au Train pour avoir un système qui est maillé, qui nous permet plusieurs accès dans différentes directions. On veut que le système réponde aux besoins dans un horizon de 2031-2051. On veut un transport durable qui réduit les gaz à effet de serre, donc qui est 100% véhicule électrique, qui est intégré à l'aménagement urbain et pour lequel la composante mode actif, piéton, cycliste est très intégrée dans le projet. On a besoin d'un axe structurant, des voies dédiées, et on sait qu'au moins une des lignes doit avoir une composante ferroviaire. On sait aussi qu'on va intervenir, on va implanter ce réseau-là dans un milieu bâti existant. Donc, on va peut-être, pas juste peut-être, on va avoir à traverser certains secteurs sensibles ou patrimoniaux et on va devoir prévoir certaines mesures de mitigation, le cas échéant, là, quand on est dans ces zones-là. On sait aussi qu'on doit traverser la rivière pour se rendre jusqu'au centre-ville d'Ottawa pour arrimer avec le système O-Train et desservir aussi les besoins. Il y a beaucoup de destinations qui sont du côté Ottawa. C'est ce qui nous amène à la définition du projet unique de Gatineau du tramway urbain. Un tramway urbain, rapidement, qu'est-ce qui nous vient en tête? C'est le type de tramway à l'européenne avec conducteurs qui circulent en surface à même la ville et les espaces urbains. Alors, comme on le mentionnait tantôt, c'est des vitesses qui sont similaires à celles des autobus ou des voitures, des axes routiers dans lesquels ils s'intègrent. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir de barrières ou de clôture. La chaussée est partagée par tous les utilisateurs. Chacun a par contre son espace bien défini. Alors, on le voit sur le croquis. On a le tramway qui s'insère au centre de la chaussée avec les 2 voies, une dans chaque direction. De part et d'autre, on a les voies pour les voitures, les voies de circulation. Alors, on a soit 1 ou 2 voies par direction selon le schéma d'aménagement de la ville. Et ensuite, c'est complété avec des bandes cyclables unidirectionnelles dans chaque direction. Et l'aménagement se complète avec des trottoirs de 2 mètres de part et d'autre. Alors, c'est ça, chaque utilisateur a sa zone bien définie. Aux intersections, quand on veut permettre des mouvements ou des changements de direction, c'est contrôlé par des feux de circulation pour assurer que chaque utilisateur, justement, peut faire les mouvements qu'il souhaite de façon protégée et sécuritaire. Les stations, tant qu'à elles, sont aussi situées majoritairement aux intersections, environ à toutes les 700 mètres pour bien desservir les quartiers. Et puis, à chaque fois qu'on le pouvait, quand on avait un peu d'espace résiduel, on priorisait l'ajout et la présence de végétation. Alors, si on fait un bref retour sur le travail qu'on a fait au cours des 3 dernières années, on avait 4 scénarios à l'étude du côté québécois. Alors, il y en a 3 avec une variante là, pour celui du bas, fait qu'en tout, ça nous en fait 4. On peut voir sur chaque petite carte qu'il y a toujours 2 antennes, une au nord et une au sud.
Lorsque le trait est bleu, on voit que c'est la composante ferroviaire. Alors, on voit qu'ils ont tous au moins un trait bleu. Le trait vert représente l'axe mode autobus, comme le Rapibus. Alors, en haut, on a le tout-tram, le T1. En dessous, on a les deux scénarios hybrides où on a fait l'exercice de voir de part et d'autre, au nord et au sud, si on mettait le tram ou le bus, vice-versa. Et le scénario H2 en bas, on avait une variante pour l'antenne autobus au nord, alors soit boulevard du Plateau, H2A, ou Allumetière tout du long, H2B. Ces 4 scénarios du côté québécois traversent du côté Ottawa par le pont du Portage. Ça a été identifié avec le travail avec OC Transpo que c'est la station Lion qui est la meilleure station, le meilleur point de correspondance pour le lien avec le O-Train. C'est ce qui permet aussi quand même d'accéder au centre-ville de Hull pour les usagers aussi qui veulent rester du côté québécois. Alors, ils traversent tous du côté Ottawa par le pont du Portage et se finissent de 2 façons possibles encore du côté Ottawa. C'est les études futures qui détermineront le choix final. Alors, on peut soit avoir une insertion en souterrain et le réseau se termine en tunnel sous la rue Sparks, ou on peut rester à niveau en surface sur la rue Wellington jusqu'à la dernière station terminale sur la rue Elgin, avec une légère variante avec ou sans circulation automobile devant le Parlement. Alors, en tout, on a 4 scénarios qui se terminaient de 2 façons. On en avait 8. Comme le mentionnait Alain, on a fait toute une série d'analyses, d'études comparatives avec une douzaine ou une quinzaine de points de vue de disciplines différentes. Et c'est ce qui nous a amené à identifier le scénario tout-tram T1 avec la fin à Ottawa en tunnel sous la rue Sparks comme étant le scénario optimal. C'est le scénario optimal pour 3 raisons majeures. La première, c'est que c'est le scénario qui nous permet de réduire le plus le nombre d'autobus au centre-ville. Alors, on a une réduction de 70 du nombre d'autobus par rapport au volume actuel. C'est aussi le scénario qui nous offre la meilleure capacité résiduelle pour répondre aux besoins futurs, soit même au-delà de 2051. Et c'est le scénario qui a aussi le moins d'impact environnemental, puisqu'il ne traverse pas le parc de la Gatineau. Par contre, l'option en surface à Wellington est toujours vivante, elle est toujours dans les cartons. C'est, comme je le mentionnais plus tôt, les études de la prochaine étape d'avant-projet, des études plus approfondies qui vont permettre de comparer ces 2 versions et d'en faire le choix final. Pour vous donner un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler l'implantation d'un axe structurant dans la ville, on a préparé quelques photos simulations. C'est un projet de transport parce qu'on parle d'un axe de transport collectif, mais c'est aussi un projet d'aménagement urbain qui vient redéfinir et reconfigurer la ville dans son ensemble. Alors, on voulait donner juste un aperçu un peu de ce à quoi ça pourrait représenter. C'est des photos simulations qui sont quand même justes et réalistes, mais elles ne comprennent pas non plus tous les détails qui pourront venir suite à la conception détaillée des prochaines années, comme les panneaux ou le marquage précis ou d'autres éléments requis selon les normes. Alors ici, on a le centre-ville de Gatineau, secteur Hull. On est à l'intersection du boulevard Maisonneuve, de la rue Laurier et de l'accès au pont du Portage. Les grandes tours qu'on voit sont les futurs projets, les futures tours du projet Zibi et on voit l'édifice fédéral de Portage 4. On voit des trottoirs généreux pour encourager les piétons puis permettre un gros flux de piétons, justement. Et au pied des tours, on a la piste cyclable qui est juste derrière la rangée d'arbres. On a un grand ajout de végétation et on a notre tramway qui est en insertion centrale sur l'espace actuellement dédié à la chaussée, à la circulation automobile. Le but ici était beaucoup de reconnecter le centre-ville existant avec la rivière,
de l'unifier avec le projet Zibi et d'en faire un tout pour un peu briser la fragmentation qui est à l'heure actuelle. Là, quand on est sur Laurier, on est un peu sur les cours arrière des bâtiments. Alors, on voulait redonner une façade à cette rue Laurier. On a l'exemple suivant qui est dans le plateau, près du projet de l'Agora, où, si on se rappelle le croquis plus tôt en présentation, où on avait l'espace dédié à chacun des utilisateurs, on a les giratoires existants qui seraient transformés avec des carrefours avec feu de circulation. On a notre tramway qui est au centre de la chaussée avec une station à cette intersection. Pardon. On a les voies de circulation des voitures de part et d'autre, la piste cyclable et le trottoir de 2 mètres de part et d'autre. On a aussi l'ajout de végétation. Du côté Ottawa, le tunnel n'est pas assez avancé en ce moment pour qu'on ait pu préparer des photos, des simulations de cette nature-là. Alors, on vous présente la version de Wellington en surface où on voit vraiment le tram qui s'insère dans l'espace urbain. On a remplacé la chaussée d'asphalte par un matériau, un pavé uniforme qui vient relier tous les espaces. Alors, on a plutôt l'impression d'être dans une place publique plutôt qu'une chaussée. On a la nouvelle piste cyclable qui longe le trottoir du côté Parlement. Et comme les autobus le font actuellement, en cas lors d'événements particuliers, quand les autobus arrêtent plus tôt leur circuit sur Wellington, on peut imaginer tout cet espace-là qui est redonné pour la tenue d'un événement particulier. De l'autre côté, juste avant, Vicky, ouais, en bas, il y a la rue Elgin, il y a la station terminale à côté du monument du soldat inconnu. Alors, on voit le tram là, qui finit son parcours à Ottawa et qui est prêt à retourner en sens inverse du côté québécois. Quand on parlait de traverser des secteurs plus sensibles patrimoniaux, dans les mesures de mitigation à cet égard-là, il y a des mesures qui sont prévues autant pour le centre-ville de Gatineau, le pont du Portage et le secteur Ottawa. Les stations sont assez minimalistes en respect du caractère cérémonial du lieu. Et l'alimentation électrique avec la ligne aérienne a été enlevée et c'est des secteurs qui seront opérés sur batterie. Alors, Alain va suivre tantôt, vous expliquer un peu les composantes du tram et des infrastructures qui s'y rattachent, mais ça conclut la présentation de mon côté. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. Maintenant, en raison d'une situation hors de notre contrôle, les gens d'Alstom ne pourront être avec nous ce soir. C'est donc M. Alain Tremblay de la STO qui va nous parler de la technologie sur rail ou, si vous préférez, du tramway en tant que tel et surtout de son insertion dans la trame urbaine. M. Tremblay. Merci, Sheila. Merci, Julie, pour cette présentation. Donc, peut-être juste un petit retour là, sur le pourquoi d'un système de transport structurant. Julie l'a abordé dans sa présentation, donc des tendances qui favorisent la mobilité durable. Les gouvernements luttent acharnement sur les changements climatiques, donc le transport en commun. On sait que le transport est une des sources de gaz à effet de serre majeures au Canada. Donc, les gouvernements travaillent fort à l'implantation, à favoriser l'implantation de systèmes structurants. Julie parlait de l'engorgement du réseau routier. Depuis 2014 à Gatineau, là, ça se sent, là, le réseau routier déborde et a atteint sa capacité. Donc, encore là, la tendance, elle est là. Au niveau de l'implantation d'un nouveau mode pour désengorger un peu les artères. Au lieu de construire des nouvelles routes, ben, ça va permettre le désengorgement. La mobilité urbaine aussi, les tendances changent. Donc, beaucoup plus de marches, beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de systèmes actifs de transport. Donc, ces systèmes structurants-là permettent de jumeler les différents modes de mobilité. Et puis, l'accessibilité, de rendre le transport à l'accessibilité universelle, qu'on soit une jeune famille, des personnes à mobilité réduite, qu'on veuille aller rencontrer des amis, se déplacer sur nos lieux de travail ou des activités, ben, le mode permet cette accessibilité-là.
Au cours de la dernière année, avec la pandémie, puis j'en profite à cette diapo-là, on s'est fait poser beaucoup la question sur l'effet de la pandémie, ou c'est plus l'effet du télétravail qui risque de perdurer que de la pandémie par rapport au système de transport structurant. Il y a plusieurs études qui ont été demandées par l'ensemble des sociétés de transport, autant au Québec qu'au Canada, puis dans le monde, dans le fond. Et cette tendance-là, dans le fond, le télétravail va rester, mais l'impact va être, les études démontrent que l'impact, puis le retour à la normale va revenir dans 3 à 5 ans. Et que l'impact, il y a un petit impact, mais que ça ne sera pas assez important pour changer d'orientation ou changer les tendances d'implantation de ces transports structurants-là. Donc, c'est pour ça, puis là, on le voit avec l'ensemble des investissements qui sont faits, des projets comme Québec, les projets de la ligne bleue à Montréal, le REM qui se développe. Il n'y a pas un projet qui a été stoppé à cause de la pandémie. Donc, c'est vraiment une volonté puis une tendance forte de l'implantation de ces systèmes structurants-là. Alors, c'était la clarification que je voulais faire à ce moment-ci. Donc, le système tramway, là, on va rentrer un peu plus technique. On pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai quelques minutes seulement. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu plus du véhicule. Il y a le système d'alimentation du véhicule, donc c'est un véhicule électrique alimenté via une caténaire qui est alimentée électriquement. Il y a la station qui permet l'embarquement, faciliter l'embarquement au véhicule. Puis les voies qui permettent de guider le véhicule selon l'axe routier dans lequel il est implanté. C'est sûr que les stations, les caténaires et les voies, ça, on va le développer un peu plus là, au niveau technique dans les prochaines études. Je vais vous parler un peu plus du véhicule et de son alimentation. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, comme autre composante qui vient avec un tramway, bien, comme un système d'autobus a besoin d'un centre de garage pour l'entretien mineur, majeur des autobus, puis des stationnés, ces autobus-là, bien, le tramway vient aussi avec un centre d'entretien. Donc, la règle du pouce, on a besoin, des fois c'est un centre, des fois on va le découpler en 2 centres d'entretien, dépendamment de la disponibilité des sites puis de la capacité de la région à avoir ces sites-là, mais on parle d'un centre d'attachement d'une superficie d'environ de 100 à 150 000 mètres carrés. Pour votre gouverne, juste pour votre image, là, un terrain de soccer, c'est environ 10 000 mètres carrés. Donc, on parle de 10 à 15 centres, terrains de soccer comme dimension de ce centre. Donc, vous comprenez que c'est pas quelque chose qu'on peut improviser puis qu'on peut mettre un peu. Il faut des dispositions. Donc, il y a des recherches qui vont s'enclencher pour le choix du site de ce centre d'entretien-là. Souvent, à ce centre d'entretien-là, on a aussi une commande centralisée ou un centre de contrôle dans lequel on effectue les opérations, un repérage de tout le système en opération. Tous les véhicules sont répertoriés sur une carte qui bouge en temps réel avec des systèmes de caméras pour la sécurité de l'exploitation, la sécurité de la clientèle. Donc, l'aspect sécurité est omniprésent à travers ces systèmes de tramway-là. Et également les sous-stations qui sont, dans le fond, à toutes les 1 à 2 kilomètres. Ces stations-là prennent l'électricité du réseau d'Hydro-Québec et vient alimenter la caténaire au fur et à mesure le long du parcours. Donc, c'est les principales composantes qui se retrouvent reliées au tramway. Une des grandes composantes, puis des études qu'on va approfondir, c'est la solution d'alimentation. Donc, d'entrée de jeu, l'alimentation caténaire par caténaire est la plus utilisée. C'est une alimentation, comme on voit, là, avec des systèmes de câbles. Il y a l'alimentation à bord du véhicule aussi. C'est soit par batterie ou par des superconducteurs qui sont installés à même le véhicule. Et il y a une alimentation aussi par le sol, avec un 3e rail. Par contre, cette alimentation par le sol
évite de mettre des caténaires, mais il y a une notion le choix de la solution vient beaucoup avec le climat. Et puis, dans le climat comme on a ici au Québec, avec nos hivers et le sel de déglaçage et toute la panoplie d'abrasifs qu'on met au sol, ben, ça devient des systèmes moins performants. C'est très onéreux et une fiabilité qui est moins performant durant l'hiver. Donc, souvent, on va se rabattre, puis c'est un peu le cas de Gatineau, puis ce que Julie expliquait, on va se rabattre là sur l'alimentation par caténaire avec un système hybride de train qui va avoir un système de batterie pour permettre, dans certains cas de zones ponctuelles, d'œuvrer sans caténaire à partir de batteries qui vont avoir été rechargées le long du parcours. Donc, c'est un peu la solution qui est actuellement sur la table, qui va être approfondie. C'est une solution par caténaire avec un système, un matériel roulant qui contient des batteries, puis qui va permettre une certaine autonomie de fonctionnement sans caténaire d'environ 1 à 2 km. C'est ça l'autonomie. Donc, c'est le système. Ici, on voit un exemple là, de ce que ça peut représenter dans des endroits très patrimonial, là, avec des architectures imposantes. Pour minimiser l'impact du tram, on a des systèmes sans caténaire. C'est un exemple similé. Le véhicule en tant que tel, bien, le tram, c'est un véhicule qui est modulaire, donc qui s'ajuste selon les besoins, puis il y a différentes longueurs. On parle de 5 modules ou de 7 modules, là, dans les plus courants. Il en existe une panoplie, mais le train court, si on veut, est d'à peu près 30 mètres. Le train long peut représenter à peu près 45 mètres. Et selon l'achalandage, ça va être le choix du matériel qu'on va prendre. Ça vient beaucoup de l'achalandage que Julie présentait dans son tableau. Là. En heure de pointe, quelle est la capacité maximale qu'on a de besoin? C'est ce qui va dimensionner la longueur du tram. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ça peut être évolutif dans le temps. Donc, on peut partir avec une longueur de tram de 30 mètres au début, pour les 10-15 premières années, puis après ça, commencer à venir composer un train plus long quand les besoins s'ajoutent au fil du temps. Et ça, c'est des choses qui sont gardées aussi au niveau de l'infrastructure, parce que souvent, on va préparer l'infrastructure pour le pire cas, qui est le 45 mètres, même si on exploite sur 30 mètres, bien, au moins l'infrastructure est préparée pour le futur. Mais on peut partir avec une flotte un petit peu plus petite. L'autre élément que je voulais juste mentionner dans les voitures, c'était la capacité d'aménagement. Donc, souvent dans ces véhicules-là, on a une partie fixe à cause des bougies. Puis là, je réfère aux fameux autobus scolaires qu'on a. Là, il y a toujours un banc qui est sur les roues là, puis qui limite l'aménagement. Ben, le tramway, c'est un peu le même principe. C'est où il y a les bougies, puis on le voit par les cercles noirs. C'est plus difficile. C'est un aménagement plus standard que les fabricants proposent. Par contre, il y a des grandes zones qui sont flexibles, où l'aménagement peut être modulé selon les besoins. Donc, si on passe à la prochaine diapo, on va le voir, des exemples d'aménagement amovible. L'autre élément aussi du tramway qui peut être customisé, si vous voulez, c'est la personnalisation des cabines conducteurs. Donc, chaque ville dans le monde veut mettre une saveur à son tramway. Donc, la cabine, souvent, est l'élément qui va permettre une certaine identification à la ville. Donc, on a des exemples là, comme je crois que c'est à Lyon, là, où le tram a une allure beaucoup plus d'une face de beluga. Puis chaque ville dans le monde qui a un tramway ramène ça. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant à développer et de donner des orientations aux fabricants, mais le système peut être personnalisé. Donc, le véhicule tramway aussi vient avec un plancher bas. Un plancher bas, et avec les stations aménagées en conséquence, c'est sûr que c'est un avantage pour l'ensemble des usagers à mobilité réduite, ceux qui arrivent avec les vélos. Donc, un embarquement qui est facile,
un embarquement qui est confortable et qui est accessible à tous les usagers. On parlait d'aménagement de parties flexibles. Donc, on a des parties qui sont fixes un peu plus à gauche, mais à droite, on voit un peu à quoi ça peut ressembler les zones qui sont multifonctionnelles, qui peuvent être spacieuses en même temps. Et donc, on a des bancs qui peuvent se replier, puis laisser la place à des poussettes ou des personnes à mobilité réduite. Et si c'est des gens qui veulent s'asseoir, ben, ils peuvent descendre le banc. Il y a aussi dans ces trains-là des technologies, toutes les technologies peuvent s'implanter. Donc, on a des écrans d'information passagers, on a le Wi-Fi, c'est des technologies qui peuvent être implantées dans ces véhicules-là. On parlait d'aménagement personnalisé pour les villes. Donc, on a un exemple ici d'une ville côtière en Australie où le train, ils ont mis des aménagements particuliers pour des planches de surf parce que c'est la mode dans le secteur. Par contre, il y a à Gatineau, ça pourrait être des racks à vélo, comme on voit là, en haut à droite, où le monde se déplace beaucoup en bicycle. Donc, c'est de la personnalisation à faire et ça rend ça extrêmement intéressant de ces zones-là. On a une vue d'ensemble. Une des particularités, c'est sûr que le confort clientèle, l'expérience clientèle est très rehaussée dans des véhicules comme ça, de par sa luminosité. On voit là l'éclairage que les portes peuvent amener, que tu n'as peut-être pas dans des autobus. Donc, c'est des systèmes plaisants, confortables, puis agréables avec lesquels se déplacer. Bon, les questions qui reviennent souvent, c'est au niveau de l'hiver. Donc, le tramway, c'est quoi le comportement durant l'hiver? Le tramway, généralement, c'est un système qui performe très bien au niveau de l'hiver, de par son poids, puis le fait qu'il soit rail sur chemin de fer, roue sur chemin de fer, permet de rentrer dans la neige, puis passer à travers la neige qui peut s'accumuler en temps de tempête. Donc, c'est souvent ces véhicules-là qui performent l'hiver pendant que les autobus ne sont pas capables de sortir où il y a des bancs de neige. Bien, souvent, ces véhicules-là sont les plus fiables et performants au niveau des tempêtes de neige. Pour ce qui est du froid, ben, c'est des véhicules qui sont isolés, qui sont chauffés avec des surfaces chauffantes. Donc, en continu, le système ne gèle pas. Puis, au niveau de la cabine, ben, c'est tout isolé. Au niveau des événements de verglas, ce qui arrive de plus en plus, bien, il y a tous des systèmes sur le pantographe étant le bras qui va chercher l'alimentation électrique. Donc, il y a des systèmes qui sont installés pour gratter le câble pendant qu'il passe pour éviter qu'il y ait de l'accumulation de verglas qui se fait. Puis, il y a toutes sortes de modes opératoires dans le cas extrême qui peuvent être mis en place pour permettre le câble de ne pas accumuler de verglas dessus. Là, les autres questions qui reviennent souvent, c'est sur le bruit et la vibration. Si je commence par la vibration, il y a plusieurs pistes de solutions, puis souvent la vibration va être prise au niveau de la conception du système de rail qui va être implanté. Donc, tronçon par tronçon, le long du parcours, ça va être examiné, c'est quoi les sols en place, c'est quoi la configuration, c'est quoi l'intégration à faire urbaine, et puis il y a des solutions qui vont être établies au fur et à mesure. C'est sûr, construire un rail dans un champ, ça risque d'être des dormants, puis des rails sur des dormants. Dans des modes des intégrations urbaines, il y a des résidences de part et d'autre, à proximité. Là, on va peut-être voir plus des systèmes un peu comme l'image en bas à gauche, où c'est un système de rail installé sur une dalle qui elle-même est déposée sur des pattes de néoprène pour découpler la vibration à cet endroit-là. Donc, généralement, il n'y a pas de transmission qui se fait sur les fondations de sol en bas.
Donc, ça, c'est un exemple. Ce n'est pas dit que c'est construit de même à grandeur, mais c'est du cas par cas, puis ça va être les analyses qu'on va faire dans les prochaines étapes qui vont déterminer la configuration optimum à y avoir le long du parcours. Et pour ce qui est du bruit, le bruit, souvent, ça va être des mesures de mitigation qu'on va mettre encore là. Mais à la base, le tramway est relativement silencieux. Puis je le dis, là, quand on se promène dans la rue, puis on a juste à faire l'expérience, là, il y a une voiture électrique qui passe, c'est pas la même chose qu'une voiture à gaz, là. C'est même un peu dangereux parce qu'on les entend pas venir. Donc, le tram est un peu comme ça par rapport à l'autobus. Quand même, c'est très silencieux, là, le tram qui s'en vient. Par contre, il y a des zones un peu plus critiques qui peuvent amener du bruit. Et dans ces cas-là, on va opter pour des mesures de mitigation, un peu comme on est illustre, soit avec des murs, soit avec des talus, soit avec de la végétation, où on va mettre un ensemble de mesures pour atténuer ce bruit-là. Il y a aussi une partie qui est prise par l'entretien de l'équipement pour éviter justement qu'il y ait des bruits. Puis, il y a aussi des solutions qui sont utilisées ponctuellement. Si on est dans une courbe, on va aller travailler sur le rail spécifique pour éviter qu'il y ait un frottement de fer sur fer. Donc, c'est des solutions qui sont regardées encore là, segment par segment, pour avoir la solution optimale. Au niveau de, je viens de parler, ces systèmes de tramway-là par rapport à un métro léger ou un train comme le O-Train, un métro léger aérien ou extérieur, c'est la capacité de s'intégrer puis de faire un projet d'intégration et de développement jumelé au projet de système de transport. Donc, c'est un exemple en Australie encore, là, où on avait notre planche de surf tout à l'heure. Donc, c'est souvent, on réussit à aménager le tronçon dans lequel le système est inséré. L'autre élément aussi, dans un autre ordre d'intégration, c'est faux de croire que le piéton est incompatible avec le tramway. C'est un peu comme Julie disait, c'est un système qu'on est capable d'intégrer, même dans des places publiques où on n'a pas nécessairement besoin de barrières ou de barricades pour assurer une vitesse de performance. Le tramway est un peu fait pour s'intégrer comme ça au milieu de la ville à travers les différents piétons. Donc, c'est un autre avantage d'intégration urbaine. Puis finalement, le cas classique, là, qui est un peu à Bordeaux au niveau de l'intégration d'un mode tramway devant une panoplie de bâtiments patrimoniaux. On retrouve un peu la même affaire au niveau du Parlement. Puis c'est pour ça qu'un des secteurs qui est envisagé de ne pas mettre de caténaire, c'est un peu devant le Parlement au niveau de l'intégration patrimoniale. Donc, on le voit à Bordeaux, là, c'est des systèmes qui s'intègrent très bien c'est pas incompatible avec la qualité patrimoniale d'intégration. Donc, ça finit, on pourrait en parler encore pendant des heures, mais on n'a pas tout ce temps-là. On a parlé des futurs puis de la suite. Qu'est-ce qui arrive? Je vais commencer un petit peu plus large que ce que j'ai indiqué sur cette page-là. Dans le fond, on parle que ces systèmes-là de transport, c'est sur un horizon d'environ 10 ans qu'on va mettre en service ce système-là. Pourquoi 10 ans? Ben, on a quand même, là, c'est sur 20 quelques kilomètres, c'est quand même des zones, c'est quand même une durée de travaux. Déjà à la base, là, ça ne prend pas un an. C'est des travaux qui se réalisent sur 4 à 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des travaux dans la cour des gens pendant 5 ans. C'est juste que ça prend 5 ans à monter le système en soi avec toutes les infrastructures, les travaux préparatoires, les travaux d'aménagement. Donc, déjà là, sur un horizon de 10 ans,
ça nous amènerait à peu près à 2031-2032 pour une mise en service. Donc, il n'y a pas de travaux là, avant 2025-2026. Avant ça, pour se rendre là, bien, les étapes, on a fini l'étude complémentaire qui nous a choisi un mode et en fait une technologie là, de transport et un tracé. Dans les deux prochaines années, 2-3 prochaines années, là, de 2021 à 2023, on va s'attaquer à préciser cette conception-là au niveau des stations, au niveau de la plateforme du système de transport, les aménagements associés à toute l'intégration, aux études environnementales, qui sont des processus quand même qui ont une durée sur 2 ans environ. Donc, on va s'appliquer à compléter. Julie disait qu'il restait quelques questions à répondre au niveau des intégrations à Ottawa. Donc, de compléter ces études-là pour prendre la décision finale. Ça va nous amener environ en 2023. Et là, on devrait avoir un projet de référence qui est assez complet. Et suite à ça, ce qui va rester, c'est comment on le réalise. Est-ce qu'on le réalise en mode plans et devis fait par des firmes, en mode traditionnel, avec des différents lots? Est-ce qu'on le réalise en mode alternatif, donc en PPP, en contrat construction-conception? Comment qu'on va le réaliser? Bien, ça, c'est les autres années de préparer ces documents-là pour se rendre à une réalisation, un début de réalisation autour de 2025-2026. Donc, je vous dis encore là, c'est des horizons standards. Ça dépend toujours des autorisations gouvernementales, des durées puis du financement. Mais si on peut penser qu'on est dans un horizon d'à peu près une dizaine d'années. Donc, les prochaines étapes qui sont indiquées là, c'est là, on morcelle pour avancer, puis c'est sa période de 2021 à 2023, où on devrait avoir un projet de référence complet. Donc, plus d'insertion ou d'options possibles. On va avoir choisi les options, puis on va savoir exactement l'implantation du système dans la rue. Donc, c'est un peu là, les grandes lignes des étapes à venir. Donc, ça complète ma présentation. Merci beaucoup, M. Tremblay. Ça résume vraiment bien l'aspect technique du tramway et les bénéfices sur le plan de la mobilité durable. Puis ça nous donne une bonne idée aussi des prochains jalons clés de l'étape d'avant-projet. Maintenant, on va passer à la partie questions du public. Je vous rappelle que bien qu'on soit en web diffusion, sur StudioCast, on va prioriser les questions qui nous ont été acheminées à l'avance pour ensuite passer aux questions en direct. On vous rappelle que vous pouvez toujours visionner la rencontre via Facebook Live et sur notre plateforme de diffusion StudioCast, mais c'est uniquement sur cette dernière que vous pourrez poser vos questions. En vous inscrivant, vous indiquez votre adresse courriel tout simplement et on va utiliser cette adresse pour fin de suivi si jamais on n'a pas pu répondre à votre question en direct faute de temps. Donc, votre question, peu importe ce qu'elle est, elle sera répondue éventuellement. Alors, pour poser votre question sur StudioCast, rendez-vous dans la section « Questions » et inscrivez-la dans l'encadré prévu à cet effet. Ensuite, vous cliquez « Envoyer » tout simplement. Je vais lire les questions à voix haute et désigner par la suite l'expert qui aura été identifié pour y répondre le mieux. Alors, on reçoit plusieurs questions similaires, évidemment. Alors, on les regroupe pour en faire une seule et même question pour éviter que ce soit redondant, pour éviter de se répéter. Alors, ne vous surprenez pas si jamais vous reconnaissez votre question, mais reformulez un petit peu autrement. On va y aller tout de suite d'une première question. Monsieur Tremblay, la question s'adresse à vous. Le projet ayant été pensé avant la pandémie, est-ce que c'est encore pertinent et nécessaire alors que les tours à bureaux nous semblent presque vides et qu'il y a peu ou pas d'achalandage dans les autobus? Comme j'ai expliqué tout à l'heure en début de présentation, en fait, les sociétés, effectivement, là, actuellement, les taux d'occupation sont très bas. Mais chaque société a fait son analyse au fil des temps. Et les résultats de ces analyses-là démontrent qu'il y a une reprise graduelle qui va se faire. Puis ils parlent à peu près un horizon de 3 à 5 ans pour revenir à l'heure pré-pandémie, là, aux résultats pré-pandémie. Le télétravail va venir
va venir affecter une partie de cet achalandage-là, mais va rester quand même marginal par rapport aux résultats pré-pandémie. Donc, puis c'est un peu ce que j'expliquais, chacun des projets de transport collectif continue et l'effet est plus à court terme qu'à moyen terme. Et là-dessus, peut-être, je peux passer la parole aussi à Julie si tu veux compléter cette Oui, réponse-là. Dans la même veine, les études démontrent, ceux qui se sont penchés sur la question, qu'en réalité, là, il y a vraiment peu d'achalandage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Il y a beaucoup de services qui sont fermés et inaccessibles, les gyms, entre autres, et plein d'autres services. Mais en réalité, il y a à peu près seulement 40 des emplois qui sont possibles en télétravail quand tout va être réouvert, là. Et comme tu le mentionnes, Alain, dans un horizon de 3 à 5 ans, il y a une grande majorité de ce 40 %-là qui est anticipé de retourner au travail une fois que tout le monde est à la maison, mais une fois que le bureau va être réouvert, ça reste quand même potentiellement le lieu de décision, le lieu où l'activité va être plus principale, là. Alors, les études démontrent que de ce 40 %-là, il y en aurait seulement potentiellement un 10 % qui serait plus en télétravail à long terme. Alors, peut-être que ça décale les projections un peu, mais on pense que ces projections-là vont être de toute façon atteintes à long terme. Madame Roy, maintenant qu'on vous a avec nous, écoutez, de quelle façon les résidents pourraient être affectés là, par le bruit une fois le système en place? Est-ce que le bruit est comparable aux autobus, à la circulation? Est-ce que vous avez fait des études là, qui se sont arrêtées à cette question-là? Oui, ça a été un des sujets des études, comme je mentionnais tantôt. On a fait une panoplie d'études comparatives sous différentes disciplines. Le bruit et la vibration ont fait l'objet d'un document en soi. C'est sûr qu'avoir 100 % des véhicules électriques aide énormément. Comme Alain le mentionnait, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus silencieux que les autobus à diesel qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les niveaux de bruit sont comparables, sinon moindres, dans la majorité des secteurs. Là où il y a des fois une proximité avec des résidences au niveau du bruit, il y a tout de suite des indicateurs qui ont été laissés dans l'étude d'approfondir ces secteurs-là et d'identifier au cas par cas s'il y aurait des mesures de mitigation qui étaient nécessaires. Il y a aussi des fois, outre le bruit et les vibrations, il y a l'aspect alimentation électrique qui des fois génère des champs magnétiques. Alors, il y a aussi des études à ce niveau-là dans les mesures de mitigation de certains secteurs sensibles, comme peut-être la proximité avec les laboratoires de l'université. C'est tout. Ça fait partie des mesures de mitigation, puis lorsque l'étude va zoomer sur chacun des secteurs précis. Madame Roy, est-ce que la solution du mode du tracé est finale et définitive à l'heure actuelle? Ce qui est définitif, c'est plutôt justement les grandes lignes, le choix du tracé, le choix du mode technologique, mais c'est le début de la vie du projet. Alors, c'est vraiment, il faut le voir comme la direction dans laquelle les prochaines analyses vont être faites, la direction dans laquelle le projet va se développer au cours des années à venir. Quels seront les temps de déplacement en tramway comparativement là, à ce que ça prend, admettons, en autobus en ce moment? Éventuellement, c'est des niveaux de temps de déplacement qui sont similaires. Comme on le disait, le tramway urbain a une vitesse similaire à celle de l'autobus, à celle des voitures qui circulent sur l'axe routier. La grosse différence, c'est qu'elles sont stables et constantes parce qu'elles sont en voie dédiée. Alors, c'est sûr que par une belle journée ensoleillée, quand il n'y a absolument rien, aucune perturbation, les temps de trajet vont être similaires. Par contre, le réseau routier, quand il commence à être à capacité, il commence à montrer des signes de dégradation et des signes de fragilité. La moindre petite perturbation a une grande influence sur plusieurs carrefours. Alors, le trajet en auto, qui peut être des fois 20 minutes par une belle journée ensoleillée, peut devenir 40 avec un orage, peut devenir 1 heure avec une tempête de neige. Le tramway, c'est là où
le volet fiabilité devient important. On prend le tramway, on sait à quelle heure on va arriver à notre rendez-vous, on sait à quelle heure on va arriver au travail. Est-ce que vous diriez qu'il va y avoir davantage de parcobus avec ce projet? Ça, c'est une question qui nous revient souvent présentement. Là, il manque énormément de stationnements incitatifs et ces derniers sont à peu près tous pleins très tôt en matinée. Il y a deux aspects, en fait, à la question. Oui, il y a l'offre de stationnement en soi, mais il y a aussi l'offre de la fréquence sur le réseau. Alors, ce qu'on note en ce moment, c'est que, exemple, le parcobus de Rivermead, qui se remplit très tôt le matin, souvent, l'objectif premier des gens de se rendre au stationnement de Rivermead, c'est de se rendre à l'endroit où il y a une grande fréquence, il y a un grand choix d'autobus, c'est rapide, on n'a pas besoin de regarder l'horaire. Alors, ce qu'on veut, c'est offrir ça dès le début du réseau, dès Vanier, dès le parcobus à Lumetière, pour éviter que les gens aient à se déplacer à mi-réseau. C'est sûr qu'il y a toujours des questions de garderie, de réalité familiale qui fait que des fois, on doit se déplacer en voiture. Alors, le parcobus de Rivermead est identifié à demeurer tel quel. Toutefois, on recommande de le bonifier avec l'arrimage des modes de transport, alors de bonifier l'offre pour le stationnement des vélos à Rivermead, entre autres. Le parcobus d'Allumetière est indiqué à être agrandi d'environ 200 places. Et on suggère aussi l'ajout d'un nouveau parcobus au départ de notre ligne sur le nord, sur le boulevard du Plateau. Alors, un parcobus dans le coin près de l'intersection Vanier-Plateau d'une 100-150 places environ. Comment vont s'effectuer les correspondances entre les différents systèmes de transport, là, Rapibus, O-Train, les autres autobus de la STO, les vélos, les piétons? Bien, à ces parcobus-là que je viens de mentionner, on veut justement aussi, on pense parcobus voiture, mais on veut aussi penser parcobus vélo. Alors, c'est sûr que les nouveaux parcobus, on veut favoriser l'accès en vélo. On a réparti les stations pour qu'elles desservent chacun des quartiers principaux, mais elles sont à toutes les 700 mètres environ. On ne veut pas non plus en avoir trop parce que sinon, le tram est toujours arrêté. Il y a 2 gros pôles d'échange qui sont prévus côté québécois. Il y a le pôle d'échange Plateau Saint-Raymond qui est sur l'antenne nord où on imagine une grosse connexion avec un réseau d'autobus local qui desservirait plus Hall-Périphérie, le quartier des Cégeps, Mont-Bleu, l'hôpital, etc. Pourrait venir connecter à cet endroit-là puis avoir accès à l'axe structurant. Au niveau du Rapibus, on a la connexion là où le Rapibus se termine sur Taché, près du manège militaire. C'est là où le Rapibus et l'axe structurant vont se rejoindre. Les autobus vont pouvoir retourner vers Gatineau, mais se connecter, puis les gens vont pouvoir emprunter l'axe structurant vers l'est ou l'ouest. Puis côté Ottawa, comme je le mentionnais, c'est la station Lyon qui a été identifiée comme le meilleur endroit de correspondance avec le O-Train pour accéder, encore une fois, vers l'est ou vers l'ouest sur leur ligne. Après, là, il y a d'autres correspondances possibles de ce côté-là. La prochaine question est également pour vous, Mme Roy. Alors, on vous fait définitivement travailler ce soir. L'étude n'étant pas encore complétée là, pour la section de la rue Laurier, les coûts associés à ce tronçon majeur sont-ils connus là, en ce moment? Oui, c'est sûr que du côté, on en a un peu moins parlé, mais du côté centre-ville de Gatineau, on a aussi encore une variante qui est sur la table. On a parlé de plus de celle du côté Ottawa. Celle du côté Gatineau, c'est la fermeture d'une portion à la circulation automobile. Alors, c'est la portion entre les rues Aidées et la rue Maisonneuve, l'accès au pont du Portage. Alors, les gens qui arrivent de Taché, le tracé, l'accès serait redirigé un peu plus près des terrasses pour toujours avoir accès au pont des Chaudières, mais entre les 2 ponts, il y aurait fermeture de la circulation complète. Alors, ça, c'est notre variante numéro 1. La variante numéro 2, c'est ce secteur-là est partiellement fermé parce qu'on maintient une portion d'accès automobile entre Laval et Maisonneuve pour l'accès au quartier Zibi. Au niveau des coûts, par exemple, c'est le choix de ces 2 variantes-là
Ça doit faire l'objet d'études approfondies, là, mais au niveau des coûts en soi, il y a peu d'influence parce qu'au niveau de la construction, de l'aménagement des infrastructures, ça ne varie pas tellement. Alors, les coûts sont déjà prévus dans l'estimation à l'heure actuelle. Madame Roy, est-ce que la piste cyclable du sentier des voyageurs et le parc vont être affectés par le trajet qui est proposé en ce moment? Non, le sentier des voyageurs n'est pas touché du tout parce qu'il est beaucoup plus près de la rivière. Sa forme plus sinueuse longe la rivière. Là où le train s'insère, il y a peut-être une reconfiguration un peu là, à l'accès au bout de la rue Belleau, où on voit la piste cyclable. Là, il y a peut-être un réaménagement dans ce coin-là, mais de façon majoritaire, là, le tramway emprunte l'ancien corridor ferroviaire, cette bande de terrain-là qui est sur le terrain. Alors, le terrain de la CCN et le sentier des voyageurs ne sont pas touchés du tout. Et dites-moi, pourquoi avoir choisi une insertion sur la rue Lucerne plutôt que sur Alexandre Taché, par exemple? Oui, ça, c'est des variantes qui ont été analysées en début d'étude. On avait une aussi entre Lavigne et Eardley à Aylmer. Dans les deux cas, le choix décisionnel a été un peu le même processus. On a comparé l'accessibilité de chacune des deux variantes en analysant le bassin de population qui était desservi dans un rayon de 400 mètres pour une distance à pied et 800 mètres pour en vélo. Dans les deux cas, la desserte, l'accessibilité, le bassin de population était relativement similaire. La performance du réseau de transport collectif était relativement la même. Dans les deux cas, ce qui jouait beaucoup, c'était les impacts. Alors, à performance à peu près égale, on avait une variante qui entraînait beaucoup d'impact sur le milieu bâti. On impactait, on devait démolir des édifices, exproprier des sites, tandis que dans l'autre, on n'en avait à peu près pas, où on était capable de mettre en place des mesures de mitigation qui permettaient de les éviter. Alors, Taché-Lucerne, le choix de Lucerne est venu pour éviter la démolition d'une vingtaine de bâtiments du côté de Taché. Madame Roy, pourquoi le tramway quitte le boulevard Lucerne pour revenir sur Taché à la rue Millard, compte tenu de la distance pour la connexion avec le Rapibus? Et est-ce que le nombre d'usagers potentiels sont au nord de Taché, quartier Bosco et autres? Est-ce que vous pouvez répondre en deux temps à cette question-là? Oui, c'est sûr qu'intuitivement, quand on a commencé l'étude, on s'imagine, on voit le tram sur Alexandre Taché parce que c'est le boulevard qui existe déjà. Mais quand on a approfondi les choses, ça a donné des résultats un peu différents. Justement, on pensait que l'accessibilité serait différente si on déplaçait au sud, mais finalement, quand on regarde comme il faut, oui, il y a de la population au nord, mais il y en a aussi au sud. Alors, quand on le déplace un peu et on parle d'un coin de rue, on desservait des bassins de population très similaires, quasi égaux. Puis, le gros avantage, comme je disais, c'est le choix de Lucerne vient dans le but d'éviter la démolition sur Taché, mais c'est aussi le gros bonus, c'est l'opportunité que ça crée pour le boulevard Taché. Le boulevard Taché, dont on veut faire le réaménagement, qui est très attendu, mais c'est un boulevard qui est très étroit. C'est pour ça qu'on en arrive avec la démolition de 20 édifices lorsqu'on insère l'axe structurant sur le boulevard. Fait que le fait de retirer la voie réservée, parce qu'on n'en aura plus besoin avec l'implantation du tram qui est sur Lucerne, le retrait de cette voie-là, ça donne de l'espace nécessaire avec lequel on peut réaffecter à d'autres choses comme à des trottoirs, à du stationnement à rive pour des commerces, à de la végétation. C'est un peu le petit lousse qui manque pour créer vraiment un aménagement sur Taché parce que dans le schéma d'aménagement de la ville, c'est vraiment une voie dans chaque direction. Fait qu'on peut, ça ouvre la porte à un tout autre boulevard Alexandre Taché que celui qu'on connaît à l'heure actuelle, qui serait beaucoup plus étroit avec des trottoirs qui seraient plus généreux, potentiellement de la végétation. Puis souvent, quelque chose qui est plus étroit tend à faire réduire la vitesse des véhicules de façon assez naturelle. Est-ce que le tramway va passer sur le tronçon Montcalm-Aidé?
Oui, le tram, en fait, reste sur Lucerne. Il décroche de Lucerne à la hauteur du parcobus Saint-Dominique parce que c'est à cette hauteur-là qu'on commence à avoir des impacts sur le milieu bâti. La mesure de mitigation qui permet d'insérer le tram sur Lucerne sans affecter les édifices qui y sont, c'est la transformation de Lucerne en sens unique vers l'ouest. C'est l'espace nécessaire là, qui nous permet d'insérer le tram et la piste cyclable sans avoir d'impact. Puis là, il se continue au-delà de la rue Belleau, derrière Luco. C'est aussi la solution préférée de Luco parce que leur entrée est vraiment du côté arrière. Il y a eu des pourparlers avec Luco pour créer sur leur terrain un lien piéton pour s'assurer qu'il y a une bonne accessibilité justement des quartiers du Nord dont on parlait tantôt. Puis, il se poursuit comme ça derrière jusqu'à la rue Montcalm, parce que si on le ramène trop tôt sur Taché, on a encore des impacts de démolition. Puis, quand il arrive à la hauteur de la rue Montcalm, là, il s'insère sur la rue Laurier jusqu'au pont du Portage. Puis dans le tronçon entre Montcalm et Édé, tout l'espace est reconfiguré, ce qui nous permet de maintenir la circulation, l'accès au pont du Chaudière, tout en ayant l'implantation de l'axe structurant, mais ça va avoir un look complètement différent de ce qui est à l'heure actuelle. Là. Et pour poursuivre sur cette note, là, on sent que les gens sont très préoccupés par leur coin ou enfin les gens où ils vont passer. Comment est-ce qu'on peut nous assurer à l'heure actuelle que le boulevard Taché ne restera pas une autoroute là, pour les résidents de l'ouest et du nord de Val-Tétro? Bien, quand on a étudié les variantes, on l'a étudié comme Alain le mentionnait, là, tout au long de l'étude, on a toujours eu les partenaires, le MTQ, les deux villes, le réseau d'OC Transpo, Travaux publics aussi. Tous ces partenaires-là étaient vraiment activement impliqués dans l'étude. Ça a été regardé aussi avec la ville. Puis justement, le plan de réaménagement de Taché est dans le plan d'immobilisation de la ville de Gatineau, mais l'espace est restreint, fait que c'est difficile de pouvoir faire quelque chose jusqu'à maintenant. Fait que le fait de retirer la voie cyclable, c'est ce qui aide beaucoup à réaménager le boulevard en soi. Fait que c'est sûr que c'est un projet qui va être un projet de la ville là, qui suivrait. Ça ne sera pas dans le cadre du projet d'implantation d'axe structurant ici, mais il ne faut pas imaginer qu'on va traverser Taché tel qu'il est aujourd'hui pour se rendre à l'axe structurant. Il faut imaginer un Taché qui est réduit, qui a des trottoirs larges, qui a de la végétation, qui est beaucoup plus agréable, puis qui ne sera plus cette autoroute-là, cette barrière-là, c'est ça. Et en quoi est-ce que c'est plus optimal d'arrimer le Rapibus au tramway derrière Luco, près du pont Prince-de-Galles, plutôt que sur le boulevard Saint-Joseph, par exemple? Bien, c'est sûr que les questions qui amènent la localisation du tram sur Lucerne, là, on en a parlé dans les questions précédentes. Fait que le tram, on a décidé qu'il était de ce côté-là pour les raisons que j'ai citées précédemment. Puis le Rapibus, bien, pour se connecter au tram, les autobus, le tram, lui, peut s'arrêter, le conducteur change et il repart dans l'autre direction, mais les autobus ont besoin d'une surface pour se tourner, pour reprendre en fin de réseau, pour retourner vers leur point d'origine. Fait que le besoin des autobus de se retourner, le besoin de connecter avec le tram rendait la jonction des deux systèmes plus naturelle, là, juste de poursuivre un peu le Rapibus comme il l'est actuellement près du manège militaire. Compte tenu de la lourde circulation sur Taché, comment assurer la sécurité des usagers qui vont passer des stations du tramway au nord du quartier Val-Tétro, étant donné le danger et l'éloignement entre les deux points? Bien, c'est sûr, comme on parlait, il y a le projet de l'axe structurant en soi, mais toute l'accessibilité, il va y avoir beaucoup de projets un peu collatéraux d'ajout de trottoirs, de s'assurer que la linéarité est bien continue dans toutes les connexions avec les stations. Fait qu'il va y avoir un petit peu des mini-projets boules de neige qui sont déjà en discussion avec la ville à ce niveau-là. Mais comme je disais plus tôt, je pense qu'il faut
il faut réimaginer Taché. Il ne faut pas le voir comme il est actuellement. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, ce n'est pas agréable de le traverser, puis ce n'est pas le plus sécuritaire à certains endroits non plus, mais il faut imaginer un nouveau Taché qui ne sera plus cette fracture-là du tissu urbain dans le futur. Quand est-ce que vous allez débuter la construction du projet en tant que tel? Je vais l'apprendre, Julie. Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Tout à fait. Elle est pour vous d'ailleurs, cette question-là. Vous avez bien saisi la balle au bon, bravo. En fait, il n'y a pas de certitude, mais la planification, c'est sûr qu'il n'y a pas de travaux avant 2025-2026. Donc, la vue d'ensemble là, sur l'horizon de 10 ans, là, c'est pas avant 2025-2026 que la construction va débuter. Madame Roy, certains résidents sont grandement impactés par le trajet proposé. Quelles mesures vont être mises en place pour réduire les inconvénients qui pourraient être associés à la présence du tramway? Bien, c'est sûr, comme on en a parlé, Alain et moi, à différents égards là, dans nos présentations, il y a des enjeux parfois de bruit, de vibration, de champs magnétiques, de liens visuels sur la privauté de certaines cours arrière, où il y a tout un tas de conditions et il y a tout un tas de mesures qui peuvent être mises en place. C'est souvent du cas par cas. Alors, il faut prendre le temps de zoomer sur chacun des secteurs pour voir quelle est la meilleure réponse à un besoin précis dans ce secteur-là. Ça va faire l'objet de l'étude qui s'en vient de l'avant-projet, mais il y en a quelques-uns là, qui sont identifiés déjà, qu'on a soulevé déjà de notre côté, mais il y a tout un travail qui demeure à être fait là-dedans. C'est pour ça que, comme le mentionnait Alain, là, il y a un gros travail encore de concertation avec les résidents, de communication, de définition de projet. Il y a plusieurs choix qui sont possibles. Il y a plusieurs technologies qui sont possibles. Il s'agit juste de voir la bonne et celle que les gens préfèrent dans un quartier plutôt que dans un autre. Justement, puisque vous parlez d'une technologie possible, Madame Roy, pourquoi pas un système rapide par bus comme le Rapibus dans l'Est? Bien, comme je le mentionnais, c'est souvent une réponse qui peut être très bonne dans un secteur ou dans une ville et pas la même ou n'est pas nécessairement la bonne dans un autre secteur. Quand on a fait les études avec le Rapibus, la quantité de gens qu'on avait à déplacer, les infrastructures de la STO de l'époque, tout menait à un système d'axe structurant par mode bus. Dans ce cas-ci, avec le secteur ouest, les volumes de passagers sont plus importants. Fait que la définition, là, le petit croquis des 5 éléments, c'est ce qui a mené à la définition pour le secteur ouest. Est-ce qu'éventuellement, un jour, le Rapibus pourrait être transformé en mode ferroviaire? Ça se peut. On verra l'achalandage et comment les choses se dessinent. En début de présentation, on vous a parlé d'une autre experte qui était là pour répondre à nos questions, Madame Poteau. En quoi consiste la boucle endossée par le fédéral? Ça va être quoi l'impact de la boucle sur le projet du tramway de la STO? Oui, donc en fait, la boucle qui est endossée par le fédéral, c'est une boucle interprovinciale de transport en commun pour relier les centres-villes d'Ottawa et de Gatineau, donc en passant, par exemple, par les ponts du Portage et le pont Alexandra. Donc l'idée de cette boucle-là, c'est vraiment de venir permettre des déplacements hors pointe, donc des travailleurs qui voudraient traverser d'un centre-ville à l'autre ou bien des touristes. Elle n'est pas forcément faite pour déplacer des grandes quantités d'usagers comme les déplacements le matin ou l'après-midi des travailleurs. Donc, cette boucle-là, en fait, elle est tout à fait compatible avec le tramway de la STO parce que, comme Madame Roy vous l'a présenté, on a encore deux options du côté du centre-ville d'Ottawa. On a un tunnel sous Sparks ou un tramway en surface sur Wellington. Et dans les deux cas, cette boucle serait possible. Et d'ailleurs, pour réaliser cette boucle interprovinciale, la technologie du tramway est une technologie qui est envisagée. Et donc, dans tous les cas, la boucle pourrait être réalisée en plus du tramway de la STO.
Merci beaucoup. Monsieur Tremblay, au cours des prochaines étapes, est-ce que vous prévoyez faire d'autres activités d'engagement ou de consultation en quelque sorte là, auprès de la communauté? Oui, il va y avoir, au niveau des études, les consultants vont rentrer à la fin de l'année, début de l'année 2022. Donc, moi, je prévois qu'il va y avoir presque un an d'ouvrage pour faire les inventaires puis d'approfondir les solutions qui sont indiquées dans l'étude complémentaire. Donc, le choix d'emplacement exact de la voie du tramway, les stations. Et par la suite, là, on va commencer à avoir du matériel plus ferme pour pouvoir soit informer ou aller chercher des avis de la consultation. Donc, ça devrait arriver là, au début 2023 environ, où on va avoir du matériel pour commencer à les présenter parce qu'on ne veut pas présenter quelque chose où on n'a pas toute l'information encore. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Et il y a des secteurs, encore là, c'est secteur par secteur. Chaque secteur est différent, puis les difficultés ne sont pas les mêmes et les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, c'est dans ce cadre-là environ, là, pour ce volet-là. C'est sûr qu'après, il y a toujours des rencontres puis des séances d'information ou d'impact ou de consultation des résidents. Mais au niveau des études qu'on va faire là, pour se rendre jusqu'à fin 2023, bien, c'est plus autour de début 2023 qu'on va avoir du matériel à aller présenter et à pouvoir discuter ensemble. Monsieur Tremblay, c'est quoi les mesures qui seront prises lors de la construction pour faciliter la vie des citoyens qui vivraient à proximité des lieux de construction? En fait, ça va être pris à différents niveaux. Le niveau conception, puis là, je reprends toujours mon horizon de 10 ans, là, juste pour situer. Donc, la solution finale, le projet de référence est complété en 2023, à la fin 2023. Dans cette période-là, 23 à 25, toute la constructabilité va commencer à embarquer. Donc, la période d'analyse des impacts de construction puis de phasage, bien, il y a une première approche qui va être faite avec les citoyens et les résidents secteur par secteur, parce que le phasage, bien, c'est pas 25 km en même temps, là, parce qu'on ne peut pas tout fermer en même temps, les artères, donc on va laisser des éléments, ça va être une séquence intelligente qu'on va mettre en place. Donc, les résidents sont informés avant même que l'appel arrive. Là. Ça, c'est conceptuel. On est encore dans des propositions de phasage. Puis, donc, il y a une première séquence d'intervention avec les citoyens, d'information. Puis, le deuxième élément, c'est lors des travaux. Et là, il y a des comités de bon voisinage qui sont mis en place. Probablement les mêmes comités qu'on va aller rencontrer au début. Et là, ça, c'est régulier, c'est des rencontres, puis des échanges. Puis là, c'est réel, les travaux sont en cours et puis les ajustements se font au fur et à mesure, puis les enjeux sont traités là. Puis souvent, on va mettre en place aussi des gens spécialisés dans l'interface avec les citoyens lors des travaux pour avoir un point de chute là, pour le citoyen qui ne court pas à travers l'ensemble d'un ensemble de personnes. Là. Il va avoir toujours son point de repère à qui communiquer, puis il pourra faire le lien avec les travaux et le chantier. Donc, c'est les différents moyens, mais tout ça, on va pouvoir amener ça au fur et à mesure aux citoyens, mais il y a une prise en charge, c'est certain. Madame Roy, la prochaine question est pour vous. Pour le quartier du Plateau, que pouvez-vous nous dire sur les impacts de la mise en place des voies de service sur le réseau routier actuel, le chemin Vanier, boulevard du Plateau, boulevard Saint-Raymond? Oui, en fait, c'est vrai qu'on en a un peu moins parlé. Cet axe-là est plus généreux au départ et déjà un peu plus large. Fait qu'au niveau des impacts, c'est plutôt mineur. On a assez de place pour insérer l'axe structurant.
Alors, si on part de Vanier, on a toujours le même croquis, l'insertion du tram au centre, les voies de circulation, notre bande cyclable et les trottoirs. La grosse différence dans le plateau, c'est le changement des giratoires par des carrefours avec feu de circulation. Aussitôt qu'on a le tram, surtout les virages à gauche, les automobilistes qui doivent passer sur les rails doivent le faire seulement des moments précis où on a des feux de circulation. Alors, c'est moins compatible avec le giratoire, là. Fait que dans le plateau, la grosse différence, c'est le changement avec les feux de circulation. Mais au niveau de l'élargissement, on est quand même capable de suivre là, la trame actuelle pour s'insérer et rentrer toutes les fonctions dont on a besoin. Une fois qu'on arrive à l'intersection, il y a un petit peu, des fois, un peu de débordement au niveau des bandes, mais c'est surtout là, dans les zones de verdure qui sont près des commerces. Alors, c'est considéré comme un impact plus mineur. Quand on arrive à la barre du boulevard Saint-Raymond, c'est là où on va avoir notre pôle d'échange avec le réseau local. Quand on tourne pour descendre le boulevard Saint-Raymond, le viaduc qui passe au-dessus des allumatières est déjà assez large pour insérer notre axe structurant. Ce qui est imaginé, c'est qu'on y ajoute une passerelle pour la piste cyclable. C'est ce qui fait qu'on a assez de place sur le viaduc. Puis après, on descend Saint-Raymond jusqu'à Taché et sur Saint-Raymond, il y a assez de largeur pour insérer le tram. Monsieur Tremblay, à quel moment le plan d'expropriation sera-t-il présenté et les propriétaires éventuellement affectés contactés, là? Je vous dirais, toujours dans la planification qu'on a mis, là, ça devrait arriver avec la fin du projet de référence, donc la fin 2023. Donc, la confirmation, là, c'est un des livrables du bloc d'études qu'on va entamer. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble. Quand on dit le projet, là, il est précisé, là, et ça vient aussi avec les acquisitions des bandes, des lisières de terrain et des quelques acquisitions de terrain complets qu'on va avoir. Et ça, je vous dirais, c'est plus vers la fin 2023. S'il y a une évidence qui se dessine dans la conception, bien, ça se pourrait que ça devance un petit peu puis que les gens soient rencontrés un peu avant la fin 2023. Puis il y a toujours possibilité aussi, le travail qu'on a fait en ce moment, il y a de la collecte de données terrain qui se fait actuellement. Fait qu'avec le retour des données terrain plus précises, parfois avec l'ajout d'un mur où on est des fois capable de les éviter. Fait que c'est un peu aussi le travail qui va s'en venir dans les étapes ultérieures. Madame Roy, est-ce que les projections de fréquentation par la clientèle indiquent que la capacité projetée du tramway va toujours être suffisante pour répondre à la croissance là, de cette demande? Ben oui, c'est un des gros avantages du tramway où on avait le petit graphique des 3 autobus. Là, un autobus régulier, c'est peut-être de mémoire 70 personnes ou d'un ordre de grandeur, puis on monte peut-être jusqu'à 150 pour un biarticulé. Le tramway nous offre une capacité de 300-350 passagers par voyage, puis il est modulaire. Alors, comme Alain l'expliquait, on peut au début commencer avec des trains un peu plus courts et on peut les ajouter pour répondre à l'accroissement de la demande. C'est cette flexibilité-là qui est un gros avantage qu'on n'a pas avec les autobus. Monsieur Tremblay, la dernière question sera pour vous. Quel est le plan de gestion? En fait, pardon, j'ai une dernière question, pardon, pour vous. Quelles consultations seront menées auprès des communautés autochtones, notamment la communauté algonquine, dont je suis un descendant? Alors, la personne nous pose cette question-là. Le passage convoité est une terre ancestrale non cédée. Pour ce qui est de ma part, là, puis je vais demander à Sandrine peut-être de compléter mon élément de réponse aux besoins, mais moi, c'est sûr que au courant de l'automne, on va aller rencontrer des gens, par exemple, les communautés autochtones. Ça, c'était on n'attendra pas nécessairement le début des études. On va aller prendre
on va aller les consulter ou en tout cas présenter et discuter avec eux autres, les communautés. Moi, je pensais faire ça plus cet automne, là, de rencontrer dans un premier temps ces groupes-là. Puis Sandrine, peut-être complète, est-ce qu'il y a eu des rencontres au niveau de l'étude en cours complémentaire ou pas? Là, En fait, oui, mais si je peux compléter, Alain, il n'y a effectivement pas eu de consultation encore à ce stade-ci, mais c'est définitivement prévu Oui. parce qu'effectivement, on sait que on veut passer sur des terres qui sont des terres ancestrales des communautés autochtones et notamment le pont du portage. Et donc, c'est effectivement prévu dans les prochaines étapes d'engager la discussion et de pouvoir consulter les communautés autochtones. Et puis, on va le faire conjointement avec la CCN aussi, la Commission de la capitale nationale. Là. Donc, on va y aller. Et ça, on n'attendra pas. Ça faisait partie là, des éléments que l'étude nous avait laissé là, à faire en priorité. Donc, on va aller les consulter. Merci beaucoup, Mme Poteau. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, ça met fin à notre rencontre. À noter que la présentation de ce soir va être disponible sur le site Web et la chaîne YouTube de la STO au cours des prochains jours. Là, si vous n'avez pas pu être des nôtres dès le début ou si vous voulez réentendre certains passages, certaines précisions qui ont pu être apportées par nos experts. Je vous invite également à prendre note que les questions auxquelles on a répondu, comme celles auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, vont être intégrées au cours des prochains jours à la foire aux questions en français et en anglais sur le site web sto.ca/tramway-gatineau. Il y a également à cet endroit-là une foule d'informations qui concernent le projet. Également, on vous invite à être des nôtres lors de la deuxième rencontre d'information de la série Un tramway dans ma ville, le 22 septembre prochain. Celle-ci aura pour titre L'effet d'un réseau structurant sur l'aménagement urbain. La troisième rencontre, qui elle aura lieu le 17 novembre prochain, abordera l'impact du tramway sur les autres modes de transport. Alors, avis à ceux qui sont intéressés et merci aux gens qui ont posé des questions. Elles étaient vraiment très, très pertinentes. Si vous en avez d'autres questions, l'équipe du bureau de projet va se faire un plaisir de vous répondre via l'adresse courriel suivante, études-de-l'ouest@sto.ca. Je la répète, études-de-l'ouest@sto.ca. Vous allez trouver également tous les détails du projet sur notre page web au sto.ca/tramway Gatineau. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve en septembre prochain. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.